Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Donc je me présente, je m'appelle Thibaut Boncourt, je suis responsable pédagogique de la licence majeure droit mineur sciences politiques. Et donc je vais vous parler principalement de ce parcours, mais vous dire également quelques mots de l'architecture de manière générale de notre licence en droit. Et également quelques mots de ce qui est notre parcours aussi principal, qui est donc la majeure droit, mineur droit. Donc vous êtes ici, je l'ai dit, à Lyon 3, à la faculté de droit. C'est une... bonjour, je temporise un peu le temps que tout le monde rentre dans l'amphi. C'est une faculté qui accueille plus de 10 000 étudiants par an, et qui offre évidemment de nombreuses formations, à la fois au niveau licence, je vais en parler plus spécifiquement aujourd'hui, mais également au niveau master, nos formations en master, même si c'est encore un peu loin pour vous, qui seront présentées également dans les jours qui viennent. Ce qu'il est important de savoir, pour ce qui est de la faculté de droit dans son ensemble, c'est que c'est une faculté qui est cotée au niveau national, c'est-à-dire que hors Paris 1 et Paris 2, qui sont... et je le dis avec d'autant plus d'affection que Paris 1 est mon ancienne maison, mais en dehors de Paris 1 et de Paris 2, nous sommes hors Paris, donc l'une des facultés les plus cotées, avec en son sein des masters et des parcours qui relèvent à la fois du droit stricto sensu, mais qui relèvent aussi, dans une certaine mesure, d'autres disciplines, dont la science politique, c'est-à-dire qu'au sein de la faculté de droit, nous avons des masters de droit et des masters de sciences politiques. Alors, pour se focaliser plus spécifiquement sur la licence. La manière dont fonctionne la licence, c'est donc un parcours en 3 ans, et c'est un parcours qui permet chaque année d'accumuler ce qu'on appelle des crédits ECTS, c'est le jargon de l'enseignement supérieur. Par année, les enseignements que vous suivez vous rapportent un certain nombre de crédits, 60 crédits par année. Ces 60 crédits sont eux-mêmes ventilés entre une majeure, qui est donc la dominante de la formation, 40 crédits ECTS, et une mineure, 20 crédits ECTS. Donc c'est la même architecture chaque année, en première, en deuxième, en troisième année, 40 crédits majeurs, 20 crédits mineurs. La majeure, c'est donc la majeure droit, et c'est celle qui justifie que notre licence soit une licence de droit. Et à cette majeure est adjointe une mineure qui peut être également en droit, pour ceux qui veulent un parcours, celles et ceux qui souhaitent un parcours monodisciplinaire, donc mineure droit, mais on a également donc la mineure sciences politiques, ainsi que d'autres mineurs, comme la mineure finance. On a une mineure également plus spécifiquement ciblée sur la prépa ENS D1, on a une mineure prépa IEP, on a une mineure accès santé, etc. Je vais dire un mot dans un instant des contenus plus spécifiques à la fois de la majeure et des deux mineurs que j'ai évoqués. Vous dire d'abord, pour ce qui est de l'organisation générale, que la licence, ces cours se déroulent sur ce campus où vous vous trouvez en ce moment, de la manufacture des tabacs. Pour ce qui est en tout cas de notre campus lyonnais, c'est-à-dire que pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient suivre la majeure droit ou majeure droit mineur accès santé, c'est aussi possible sur notre autre campus qui est celui de Bourg-en-Bresse. En revanche, pas de licence droit sciences politiques sur le campus de Bourg-en-Bresse. Les licences droit et droit accès santé sont les deux seules que nous avons sur ce campus-là. Sinon, pour le reste, ça se déroule ici, à la manufacture des tabacs. L'organisation de la scolarité, elle est donc articulée autour de cette majeure et de cette mineure et d'un calendrier universitaire qui se déroule classiquement avec des sessions d'examen qui sont au terme du premier semestre, donc en décembre-janvier, puis au printemps, en avril-mai, on termine les cours
à l'université plus tôt que dans le secondaire, parce qu'après on a des sessions d'examen qui se déroulent en plusieurs temps, hein, une première session, puis une session dite de seconde chance pour celles et ceux qui n'auraient pas validé leur première session. On a parmi les matières que nous enseignons, des matières qui sont pour certaines annualisées, c'est le cas de l'essentiel des matières de la majeure, et des matières qui font l'objet d'examens semestrialisés, donc c'est le cas essentiellement des matières de la mineure. Dans la majeure droit, vous avez l'essentiel des matières qui constituent les fondamentaux de la culture juridique, c'est-à-dire que vous avez des matières fondamentales de droit public et de droit privé. Donc droit public, comme le droit constitutionnel, le droit administratif, droit constitutionnel en L1, le droit administratif est abordé dans la suite du parcours en L2. Vous avez du droit privé, donc du droit civil, du droit pénal. Vous avez également de l'histoire du droit. C'est les trois, on va dire, grands piliers. Au fil de la scolarité, va vous être proposé de vous spécialiser d'une certaine manière, une sorte de pré-spécialisation avant le master, c'est-à-dire qu'au niveau de la L3, vous devez choisir si votre majeur droit est en majeur droit public ou en majeur droit privé. Cette majeure, elle est commune à tous les étudiants en L1 et en L2. En L3, vous avez cette spécialisation, soit droit public, soit droit privé. Dans la majeure se trouve également un certain nombre de matières transversales, d'enseignements transversaux qui, on va dire, vous permettent d'acquérir les fondamentaux de la méthodologie universitaire, à la fois pour affiner votre projet professionnel et personnel, pour apprendre les techniques de recherche documentaire, ou encore pour apprendre ou réapprendre ou continuer à apprendre à écrire. On a un module auquel on tient beaucoup, qu'on appelle Écrit Plus, qui est un écrit dans lequel on incite les étudiants à produire un écrit de positionnement. La raison étant qu'on constate de plus en plus de difficultés des étudiants dans la rédaction, l'argumentation. Or, le droit comme la science politique sont des matières de l'écrit, sont des matières de l'argument, sont des matières dans lesquelles on cherche à convaincre, et donc c'est quelque chose qui est assez fondamental pour nous. J'aurai l'occasion d'y revenir. Une majeure droit, donc, adossée à différentes mineures. Dans la mineure droit, je ne vais pas rentrer particulièrement dans les détails ici, mais vous avez des matières plus spécifiques qui permettent de rentrer dans des pans du droit un peu plus particuliers ou un peu plus ciblés. Vous allez avoir par exemple des introductions au droit des affaires, une introduction au droit des étrangers, aux finances publiques, etc. Pour ce qui est de la mineure sciences politiques, et je vais en parler un peu plus spécifiquement là, de cette formation, donc majeur droit, mineur sciences politiques. La première chose à dire, c'est qu'elle vous demande, par rapport à une licence monodisciplinaire, par rapport à une licence majeur droit, mineur droit, une certaine capacité de gymnastique intellectuelle. La particularité ici, vous l'avez compris, c'est que vous avez deux disciplines. J'ai dit qu'elles partageaient un certain nombre de points communs. Ce sont toutes les deux des matières de l'argumentation et de l'écrit, certes, mais ce sont aussi des matières qui ont des modes de raisonnement différents, des modes de production de la preuve qui sont différents. Donc on ne fait pas exactement une dissertation de la même manière en droit ou en sciences politiques. On ne s'appuie pas sur les mêmes matériaux. Les sciences politiques s'appuient sur
des données empiriques qu'elles produisent, on va faire des entretiens, on va s'appuyer sur des données de questionnaires, on va s'appuyer sur des enquêtes. Le droit emploie des raisonnements qui sont des raisonnements d'ordre juridique, s'appuie sur la jurisprudence, etc. Donc, on n'argumente pas de la même manière. Et donc, le défi pour les étudiants dans cette formation, c'est d'arriver à assimiler deux modes de réflexion différents. La spécificité de la mineure sciences politiques que nous avons ici à l'Université Lyon 3, c'est que nous sommes une section dans laquelle beaucoup de recherches sont conduites sur les questions européennes et internationales. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on donne comme sorte de pré-spécialisation à nos étudiants au fil du parcours. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez donc dans cette mineure sciences politiques à la fois des cours qui vont avoir trait au fonctionnement des institutions politiques nationales et à la vie politique nationale. Donc vous avez des cours de vie politique française, d'histoire politique française, vous avez des cours de sociologie politique, c'est-à-dire on va travailler sur les partis, les élections. Vous avez des cours sur l'histoire et le fonctionnement de l'État, sur la manière dont on fabrique des politiques publiques, dont on fabrique l'action publique, dont on la met en œuvre. Et puis, vous avez également des enseignements qui sont plus ciblés sur les questions internationales. Donc je montrerai la maquette un peu plus détaillée tout à l'heure, mais vous avez au niveau de la licence 1, par exemple, un cours d'introduction à l'histoire des relations internationales. Vous avez un cours de droit et d'institutions européennes. Vous avez en L2 des cours de théorie et de philosophie des relations internationales, des cours sur les organisations internationales, etc. Donc au fil de la licence, ces cours dédiés plus spécifiquement aux questions internationales prennent une place plus importante progressivement. L'objectif pour nous, c'est de former des étudiants qui aient un profil complet et qui soient capables d'évoluer par la suite en mobilisant des outils des deux disciplines. Ce qui veut dire pour nous, leur donner suffisamment de base pour qu'ils et elles puissent prétendre à des masters soit en droit, soit en sciences politiques, et par ailleurs, plus tard, à des professions qui combinent des apports de ces deux disciplines. Alors, quelles sont les professions qui combinent des apports de ces deux disciplines? Il y en a toute une variété. Un exemple, c'est le concours de la magistrature, par exemple. La magistrature, c'est un métier du droit. C'est un métier du droit, néanmoins, dans lequel, au niveau notamment du concours, on valorise beaucoup une certaine ouverture, une certaine culture générale, le fait pour des juristes de ne pas être que des spécialistes du droit au sens strict, mais de savoir resituer aussi le droit dans son contexte social et politique. Ça peut être aussi les métiers de l'avocature. Les avocats peuvent être spécialisés sur toute une série d'objets dont certains ont trait, par exemple, à des questions politiques. On peut travailler sur des questions de droit des étrangers ou des migrations, évidemment très liées à des questions de politiques internationales. On peut travailler ainsi sur toute une série de domaines du droit qui sont en prise directe avec le politique. Et puis vous avez des métiers qui vont être ceux du secteur public, dans lesquels, si on travaille dans l'administration publique, on va à la fois avoir besoin, que ce soit au niveau local, national ou européen ou international, de connaissances quant au cadre juridique dans lequel se déroule l'activité, dans lesquels on évolue, mais aussi de connaissances quant à la manière dont on fabrique des politiques locales, européennes, nationales, internationales, ou des connaissances sur la prise de décision, la manière dont fonctionnent les organisations, etc. Et puis, pour que le panorama soit complet,
Peuvent aussi exister toute une palette de métiers dans le secteur privé. Par exemple, des entreprises qui sont intéressées par le fait de se développer à l'international et qui mènent des analyses de risque qu'on appelle de risque pays, hein, quant au risque politique qui peut être engagé dans le fait de s'implanter à tel ou tel endroit. Ça peut être des métiers du journalisme aussi, ça peut être des métiers du conseil ou de l'expertise, bref. On essaye de former des professionnels assez complets dont les compétences sont transférables dans différents secteurs. Et donc l'enjeu, voilà, au terme de la licence, hein, c'est d'avoir des étudiants compétents dans les deux disciplines, compétents sur les questions internationales, et surtout compétents dans la manière de mobiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, différents types de raisonnement. La capacité à raisonner et la capacité à bien connaître, à bien communiquer ces raisonnements, ce sont des choses absolument essentielles pour nous et pour évidemment l'insertion professionnelle de nos diplômés. Un mot, juste, j'ai commencé à en parler, mais pour que vous voyez un peu l'architecture de la formation, ça ce sont les matières que nous avons dans la première année de droit sciences politiques. Donc vous voyez que dans la majeure droit, vous avez d'abord notre année commence par un cours d'introduction générale au droit qui permet aux étudiants de mettre le pied à l'étrier. C'est 2 semaines intensives dans lesquelles on prend les fondamentaux du droit pour que les étudiants puissent rentrer dans la matière. L'idée étant que le droit, pour vous, quand vous arrivez dans le supérieur, c'est une matière qui est largement nouvelle. Alors, il y a des petits modules de droit dans certains lycées, mais dans une certaine mesure, beaucoup de choses que vous allez avoir à côtoyer vont être nouvelles. Et donc nous, on a besoin, contrairement à des disciplines qui sont très représentées dans le secondaire, on a besoin de vous former aux fondamentaux de manière intense et rapidement. Donc ce cours d'introduction générale au droit, il est suivi par la suite de gros cours qui sont annualisés, je l'ai dit, en droit public, droit constitutionnel, droit civil, histoire du droit, et on a aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, des cours d'anglais appliqués au droit. Dans la mineure sciences politiques, vous voyez qu'il y a plus de matières, pas parce qu'elles sont moins importantes quantitativement, mais parce qu'elles sont semestrialisées, donc c'est des plus petits volumes horaires pour chaque matière, avec également une introduction à la science politique, de l'histoire des relations internationales, de l'histoire des idées politiques, sociologie politique, vie politique française, je l'ai évoqué tout à l'heure, droit général de l'Union européenne, méthode des sciences sociales. Vous voyez que pour ces différents enseignements, il y a 2 formats. Un format cours magistral, qui se déroule dans ce type d'amphithéâtre dans lequel nous nous trouvons en ce moment, et un format TD, travaux dirigés, c'est-à-dire des séances en petits groupes d'une trentaine d'étudiants, au cours desquels on travaille en particulier les questions de méthodologie à travers toute une série d'exercices, que ce soit des exposés, que ce soit des dissertations, que ce soit des commentaires d'arrêt, que ce soit des exercices pratiques, etc., adaptés évidemment aux matières en question. Sans m'étendre, je projette rapidement les matières que vous avez au niveau de la L2 et de la L3, étant entendu que vous avez au niveau du salon des symboles qui se trouve de l'autre côté de la manufacture, des fiches récapitulatives dans lesquelles se trouvent toutes ces informations. Vous n'avez pas besoin de spécialement prendre en note ce que je projette. Évidemment, on essaye quand même d'avoir des supports de communication adaptés. Vous avez par ailleurs sur notre site tout cela qui est indiqué de manière très exhaustive. Mais donc vous voyez là encore qu'on a toujours dans la majeure droit des matières fondamentales, droit public, droit privé, toujours l'anglais juridique, et puis dans la mineure sciences politiques, à la fois des cours généralistes comme peut être la sociologie de l'État, et puis des choses plus ciblées sur des questions internationales ou comparatives,
régime politique comparé, organisation internationale, théorie des relations internationales, géopolitique, etc. Et puis pour terminer sur la L3, hein, là encore juste pour vous en donner un aperçu rapide, vous voyez qu'il y a une majeure droit public, une majeure droit privé, et une mineure sciences politiques qui, elle, est commune aux deux parcours. Vous voyez que la spécificité de la mineure sciences politiques à ce moment-là, c'est qu'au niveau de la L3, on essaye de sensibiliser les étudiants à ce qui sont de grands enjeux, des grandes questions politiques et sociales contemporaines, que ce soit la guerre et la stratégie, les questions de transition écologique et environnementale, les crises, la mondialisation, les questions de conflit et de défense, les libertés fondamentales, par exemple. À noter que, au cours de la scolarité, les étudiants chez nous bénéficient de toute une série de dispositifs d'accompagnement. De dispositifs d'accompagnement qui sont des dispositifs de tutorat, des dispositifs d'enseignants référents, des dispositifs de parrainage, qui sont là pour fournir aux étudiants un accompagnement en plus de leurs cours, à la fois par des enseignants et par leurs pairs plus expérimentés, par leurs aînés, pour faciliter à la fois leur entrée à l'université et leur assimilation de méthodologies qui ne sont pas toujours instinctives. On a aussi un certain nombre évidemment d'aménagements pour les étudiants en situation particulière, que ce soit les situations de handicap, les sportifs et artistes de haut niveau, etc. Et puis, existe aussi un certain nombre de dispositifs d'approfondissement pour les étudiants qui souhaitent suivre des modules supplémentaires. On a ce qu'on appelle le collège de droit, qui sont des conférences hebdomadaires sur des sujets qui permettent aux étudiants de s'ouvrir à des problématiques qui ne sont pas directement abordées dans leurs cours. On a également un dispositif dit écrivain public, hein, c'est-à-dire qu'en partenariat avec des juridictions, on invite nos étudiants à travailler au service du greffe et à se faire ainsi une première expérience professionnelle avec une forte valeur ajoutée citoyenne. Donc, je projette cela pour vous indiquer le fait que lorsque vous venez à l'université, il y a la scolarité au sens premier du terme, mais il y a aussi tous ces à côté ou tous ces plus à la scolarité qui permettent l'approfondissement dans différentes directions, voire la professionnalisation dans différentes directions. Il va de soi évidemment aussi qu'il y a toute une partie de la vie universitaire qui n'est pas pilotée directement par l'institution, mais par ses propres étudiants. Pourquoi ? Parce que notre institution est aussi riche d'une vie associative étudiante importante. Donc vous avez toute une série d'associations, soit de promotion, soit sur certaines thématiques, qui viennent aussi enrichir ce que sont les quotidiens des étudiants chez nous. Donc voilà à quoi ressemble en gros le parcours. Je passe à une autre question qui est évidemment toujours pressante dans ce type de journée, qui est la question de savoir comment on arrive effectivement chez nous. Alors, je l'ai dit, ce qu'on cherche, nous, au premier chef, c'est des étudiants qui savent bien réfléchir et bien exprimer leurs idées. Donc on a, pour bien réussir une licence de droit, et a fortiori une licence droit sciences politiques, on a besoin d'avoir un certain nombre d'aptitudes au raisonnement logique et conceptuel. On a besoin d'avoir un bon niveau de maîtrise de la langue française et de l'argumentation, à la fois à l'écrit et à l'oral. On a besoin aussi d'une certaine capacité de synthèse, parce que ce soit la production scientifique ou les corpus juridiques, la jurisprudence, il y a énormément de choses à assimiler, énormément de matériaux qu'il faut pouvoir avoir la capacité d'absorber. Et tout ça,
ça ne peut être possible que s'il y a, et c'est peut-être un des paramètres les plus importants, une forte curiosité, une forte appétence pour la matière. Je vous l'ai dit, on n'a pas, nous, en droit, et même dans une certaine mesure en sciences politiques, on n'hérite pas complètement de l'enseignement secondaire une évaluation directe de la capacité des étudiants à évoluer dans nos matières. C'est pas aussi simple que de regarder la note de maths, par exemple, pour savoir si un étudiant va s'épanouir chez nous ou pas. Donc, on recherche ce type de compétences qui sont à la fois donc des savoir-faire, mais qui sont aussi des appétences pour la matière et un projet qui est cohérent avec ce qu'on peut proposer ici. Alors, ça, c'est les critères généraux. Comment est-ce qu'on les implémente concrètement? Alors, il faut savoir que nos licences sont des licences qui sont particulièrement demandées. C'est vrai pour la licence droit sciences politiques, on a 330 places qui sont ouvertes sur Parcoursup. On avait un peu plus de 6000 candidatures l'année dernière. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que nous sommes le premier choix pour nos 6000 candidats, mais néanmoins, c'est un chiffre conséquent. On a, au niveau de la licence majeur droit, mineur droit, également un nombre de candidatures relativement important. On a beaucoup plus de places, on ouvre plus de 1200 places sur Parcoursup, mais le nombre de demandes est à l'avenant, c'est-à-dire qu'on avait l'an dernier plus de 11 000 candidatures. Donc ces licences, ce ne sont pas des licences à proprement parler. Dans la terminologie de Parcoursup, ce ne sont pas des licences sélectives, mais ce sont bien des licences dites en tension, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une forte disproportion entre le nombre de candidatures et le nombre de places effectivement ouvertes. Pour ce qui est de la licence droit sciences politiques, comment donc est-ce que nous classons les candidatures, et c'est sensiblement la même chose du côté de la majeure droit, mineur droit? Nous prenons en compte globalement les notes obtenues dans le secondaire dans un certain nombre de matières que nous jugeons particulièrement pertinentes pour nous. Français, histoire-géographie, philosophie, des matières donc de tronc commun dans lesquelles on écrit beaucoup, on raisonne beaucoup, et puis selon les filières, selon les spécialités des candidats, on prend en compte les notes dans un certain nombre de spécialités, sciences économiques et sociales, évidemment, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, évidemment, mais aussi humanité, littérature, philosophie, LLCER, LLCA, et même des matières dites scientifiques, parce que ce sont aussi des matières dans lesquelles se déploient des raisonnements qui sont dans une certaine mesure transférables. Vous voyez qu'on prend en compte ici une diversité de disciplines. Pourquoi? À la fois parce qu'il y a cette question de la capacité à raisonner, qui ne s'exprime pas que dans les matières les plus littéraires, mais aussi parce qu'il y a pour nous des questions de principe. Ces questions de principe, quelles sont-elles? La première, c'est que ce n'est pas parce qu'on a choisi une spécialité donnée au lycée qu'on n'a pas le droit de s'apercevoir à la fin de sa terminale qu'on préférerait faire autre chose. On part du principe, nous, qu'on a le droit de se réorienter à 16 ou 17 ans. Et donc qu'on ne s'enferme pas dans des choix à cet âge-là. Le deuxième élément, c'est qu'une promotion d'étudiants est riche de sa diversité. C'est-à-dire que nos étudiants, ils apprennent de nous, mais ils apprennent entre eux aussi. Et donc, on ne veut pas nécessairement que tous nos étudiants se ressemblent. Et donc, on essaye aussi d'avoir, à l'arrivée, des promotions qui reflètent cette philosophie avec une diversité de parcours. Évidemment, on articule ça avec une prise en compte, et c'est très important,
de la motivation et de la cohérence du projet par rapport à ce qu'on propose. Et là, je vais insister un peu là-dessus. On demande donc aux candidats de nous fournir une lettre de recommandation, une lettre de motivation, pardon, pas de recommandation, une lettre de motivation, dans laquelle ils nous expliquent pourquoi ils veulent venir spécifiquement chez nous, spécifiquement dans cette licence. Nous, quand on lit cette lettre, on n'a pas envie de lire « Oh là, je veux venir chez vous parce que vous êtes formidable ». Ça ne nous intéresse pas que vous nous parliez de nous pour nous dire que vous nous aimez beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est que vous nous parliez de vous et de votre projet et de comment il s'articule avec ce que nous, on propose. Alors évidemment, on ne vous demande pas d'avoir un plan de carrière à échéance 30 ans. On vous demande de savoir pourquoi vous voulez faire une licence de droit assortie d'une mineure sciences politiques. En quoi est-ce que c'est cohérent par rapport avec ce que vous aimez, hein, ou par rapport à un projet que vous vous donnez. C'est pas contractuel, ça va peut-être changer au cours de votre scolarité. Et ça va sûrement même changer au cours de votre scolarité. Sinon, ce serait presque inquiétant. Donc vous n'êtes pas obligé, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet professionnel très très arrêté. Mais il faut que vous y ayez réfléchi. Et il faut qu'on comprenne, nous, pourquoi vous voulez venir dans une licence droit sciences politiques plutôt que, par exemple, dans une licence droit ou même dans une toute autre licence. Dans ce cadre-là, évidemment, le parcours est un élément pour nous d'appréciation. Hein. C'est-à-dire que si au lycée vous n'avez fait, vous vous êtes spécialisé en maths et physique-chimie, bon, il faudra peut-être nous expliquer d'autant plus pourquoi là vous vous dites qu'en fait vous voudriez faire du droit et de la science politique. D'accord ? Il faut qu'en fait, la lettre, elle est là pour que nous, on comprenne votre parcours et qu'on comprenne ce que vous voulez faire. En partie pour votre bien, parce que parfois les étudiants veulent aussi venir dans une formation, les candidats veulent aussi venir dans une formation pour de mauvaises raisons, parce qu'ils ont l'impression que ça correspond à ce qu'ils veulent faire, alors qu'en fait, nous, ce n'est pas tout à fait ce qu'on offre. Donc la lettre, elle est importante, parce qu'on a beaucoup de candidats, qui sont bons, voire très bons, et que donc, on a besoin de ces éléments plus qualitatifs pour discriminer, classer les candidatures. Un dernier mot sur Parcoursup. Parcoursup fonctionne sur un principe qui est un principe dit de sectorisation. Ça signifie que les candidats qui appartiennent à ce qu'on définit comme notre secteur académique ont en réalité plus de chances de rentrer dans notre formation que d'autres. Pourquoi ? Parce que c'est un principe qu'a souhaité implémenter le législateur de manière à ne pas complètement déréguler les flux entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Hein. Donc l'idée étant que les étudiants restent globalement dans leur académie d'origine. Donc ce qui veut dire que si vous êtes dans l'académie de Lyon ou dans des communes proches Lyon, un certain nombre de communes proches de l'académie de Lyon sont considérées comme relevant de notre secteur, vous avez plus de chances de fait de rentrer dans la formation. C'est aussi vrai si vous êtes dans une académie dans laquelle n'existe pas de licence de droit. C'est-à-dire qu'en gros, sont considérés comme relevant de notre secteur, à la fois, par définition, tous les candidats qui viennent de notre académie ou proches de notre académie, et puis, toutes celles et tous ceux qui sont basés dans des académies dans lesquelles il n'y a pas de formation similaire à la nôtre, dans lesquelles il n'y a pas, en d'autres termes, de licence majeure droit. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue
Élise Untermaier qui va vous présenter une autre de nos mineurs qui est la licence Majeur droit mineur IEP. Et puis, à l'issue de sa présentation, on prendra un temps pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur cette licence et sur l'autre. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc tu restes là pour les questions alors. J'avais pas compris le déroulé moi. Je vais faire vite parce que tu as déjà... Je vais peut-être attendre que ça bouge. J'attends un peu J'attends un peu que ça bouge. Non, vas-y, enchaîne. Non mais là, parler dans ce bruit, c'est pas très agréable, non? Pour ceux qui restent. Je sais pas. Resteront les plus motivés. Hein? Resteront les plus motivés. Bah, c'est un plus petit parcours, hein, il y a 60 places, donc c'est normal. Du coup, c'est là? Voilà. Bah oui, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, hier, ils ont présenté les mineurs et après, ils ont fait les questions. Mais, moi, je croyais qu'on faisait mineur question, mineur question. Non, parce que sinon, on aurait eu un tunnel. Mais parce qu'en fait, toi, tu as fait la mineure droit en plus. Oui, j'ai déjà enfin, tu as dit des choses très générales, ouais. Non, mais tu aurais eu beaucoup de questions. Moi, je vais en avoir beaucoup moins parce que je vais vraiment cibler sur le parcours. Ça veut dire que les gens posent pas de questions. Non, mais écoute, ils font ce qu'ils veulent. J'aurais dit qu'il y avait un temps de... Alors après, par contre, hier, Ludovic, lui, il a un peu râlé parce qu'il y en a qui partaient comme ça au milieu et... Bon, pour celles et ceux qui veulent, qui ne restent pas pour l'ensemble, on va vous demander par contre, s'il vous plaît, de faire le silence en sortant, de manière à ce que celles et ceux qui restent puissent continuer à suivre et qu'on puisse enchaîner un peu rapidement. Merci. Et puis il y en a peut-être dans l'autre amphi qui auraient voulu venir là. Ouais. Ouais, mais si tu veux, je trouve que c'est pas grave pour ceux qui sont là de parler comme ça. Si, il y a un temps de questions après. Non, là c'est la mineure. Non, là c'est la mineure droit, prépa IEP. La mineure prépa IEP. Ouais. Bah, on va parler de la majeure droit qui est toujours la même et mineur droit. Dans les questions, on pourra répondre à vos questions dans le temps de questions, mais il n'y a pas de présentation là spécifique sur la mineure droit. Parce que c'est la majeure droit qui est essentielle. Et on peut pas les faire sortir par là pour que ça aille plus vite? Mal à comprendre, c'est que la majeure droit, c'est la majeure qui est la même pour tout le monde et qu'après... Ouais, démarre. Vas-y, démarre. Ouais, mais c'est pas... Enfin, désolé, mais moi, j'aime pas parler dans ce bruit, quoi. C'est pas agréable. Et pour ceux qui sont là, enfin, vous allez voir, moi, je vais être rapide. Hein. Non, c'est juste... Ça va dépoter. Je serai très rapide, hein, t'inquiète pas. Bonjour à tous. Alors, je me présente d'abord. Mon nom est compliqué, Élise Untermaier-Kerléo. Donc, comme mon collègue, je vous parle ici en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, j'enseigne dans cette maison qui est la faculté de droit, qui fait partie de l'université Jean Moulin Lyon 3. J'enseigne le droit et plus précisément le droit public et encore plus précisément le droit administratif, la procédure administrative non contentieuse. Vous voyez que en disant cela, je commence déjà à vous donner un aperçu de ce qu'on appelle la maquette, c'est-à-dire le programme qui vous attend en licence de droit. Le droit, comme la médecine, se ramifie. C'est comme un arbre avec un tronc commun et des branches qui deviennent de plus en plus fines. Et donc, il y a des disciplines fondamentales et des disciplines plus spécialisées. Et plus on avance dans le cursus, de la licence en 3 ans au master en 2 ans, et bien plus on se spécialise et on devient donc praticien dans une matière, dans une discipline en particulier. Donc là, je vais vous parler d'un parcours spécifique qui fait partie, qui est rattaché à la licence droit classique, avec qui s'appelle, je vais déjà commencer par donner son nom, c'est le parcours droit prépa IEP qui se fait en partenariat avec l'Institution des Chartreux. Vous n'êtes sans doute pas tous lyonnais dans cet amphi. L'Institution des Chartreux, c'est un lycée privé qui se trouve à la Croix-Rousse, donc dans le quartier, sur la colline de la Croix-Rousse, dans le quartier dans l'arrondissement du 4e.
Alors, je pense que, comme vous avez déjà écouté mon collègue qui vous a parlé de la licence droit Sciences Po, vous avez compris que la licence, quel que soit le parcours dans lequel que vous intégrez, la licence, elle repose toujours sur une majeure et une mineure. Et donc la majeure, là aussi, je le redis pour être sûr que tout le monde a bien compris, la majeure droit, la majeure de la licence en droit, donc de toutes les licences de la faculté de droit, la majeure de la licence en droit est donc la même pour tous les parcours. Qu'on parle du parcours droit, qu'on parle du parcours droit santé, du parcours droit Sciences Po ou encore du parcours droit prépa IEP, celui dont je vais vous parler maintenant. D'accord ? Et donc, dans cette majeure, vous avez les disciplines juridiques dites fondamentales, c'est-à-dire en première année le droit civil, c'est-à-dire la matière fondamentale de ce qu'on appelle le droit privé. Vous avez aussi le droit constitutionnel, là on est du côté du droit public. Vous avez encore l'histoire du droit. Et en deuxième année, vous avez d'autres matières fondamentales, toujours le droit civil, mais d'autres aspects de cette matière, ainsi que le droit administratif, la meilleure, c'est la matière que j'enseigne, et le droit pénal qui arrive en deuxième année. Donc, les matières fondamentales font partie de la majeure et sont des matières qui sont donc enseignées dans des amphis comme cela. C'est dans ces amphis qu'on enseigne, ou dans des amphis un peu plus petits. Là, c'est le format 445 places. Donc, pour la première année, c'est obligatoire. Il y a beaucoup de monde en première année, un petit peu moins en deuxième année. Et il y a d'autres amphis en sous-sol ou sur les ailes, sur les côtés, de 300 personnes. Mais c'est toujours minimum 300 places dans un amphi. Donc ça, ce sont les cours magistraux qui sont toujours, le planning est ainsi fait à Lyon 3, pour toutes les composantes, pour toutes les facultés Lyon 3. Ce sont des séances de 3 heures, donc le matin 8h, 11h, 11h, 14h pour les L1, et puis l'après-midi, les travaux dirigés, je vais en reparler dans un instant, et en L2, ça s'inverse. On a cours en TD le matin, travaux dirigés, et en CM, de 14h à 17h, de 17h à 20h. Pas forcément tous les jours. Il peut y avoir un jour où on n'a pas cours l'après-midi, un jour où on ne fait que 14-17, enfin voilà. Mais ce sont les créneaux horaires. Et donc ces matières fondamentales, ce sont les matières dites à TD, c'est-à-dire les travaux dirigés. Les travaux dirigés, ça vous parle en tant que lycéen, ce sont des cours qui sont des enseignements qui sont dispensés dans des salles de classe qui ressemblent à celles dans lesquelles vous avez cours au lycée. Vous êtes 36 maximum et vous êtes sous la houlette d'un chargé de TD, c'est-à-dire d'un praticien. Il peut être avocat, il peut être fonctionnaire, il peut être doctorant en train de faire sa thèse pour devenir enseignant-chercheur, notaire, etc. Ce sont les profils sont divers et variés. Donc ça, ce sont pour les TD, les matières fondamentales. Alors, je ne donne pas tous les détails, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres matières. Et la responsable administrative de la scolarité des licences me disait de bien insister sur Écrit Plus, par exemple. C'est-à-dire, c'est un module sur le français qui se fait en ligne et qui conditionne la validation de la licence. Et on en parle en ce moment parce qu'on vient d'avoir les résultats qui sont extrêmement bas cette année. Donc voilà, on continue aussi de vous évaluer sur des matières générales comme le français. Et l'anglais, mais l'anglais juridique. Donc voilà pour l'essentiel, ça c'est la majeure, et je précise une dernière chose, en troisième année, ça a dû déjà vous être dit, on commence à se spécialiser, la véritable spécialisation elle intervient au niveau master 1, mais on commence à se spécialiser à partir de la L3 en choisissant soit un parcours droit public, soit un parcours droit privé. Et donc, qu'en est-il de la mineure ? Donc, quand vous êtes inscrit en licence classique, droit, majeur droit, mineur droit, vous avez dans la mineure des matières juridiques, alors c'est un peu péjoratif de dire ça, mais qui sont moins fondamentales, qui ne sont pas accompagnées de TD. Par exemple, en première année, ça va être un cours d'institution juridictionnelle pour bien comprendre le fonctionnement des juridictions. Ça va être un cours d'institution administrative pour comprendre l'organisation de l'administration, les collectivités territoriales, les préfectures, les services déconcentrés. Vous allez avoir un cours sur l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup de cours sur les institutions pour mieux comprendre leur fonctionnement, donc des matières un peu plus spécifiques, un peu plus ciblées, qui viennent compléter les matières fondamentales qui forment ce qu'on appelle le socle commun. Donc, quand vous inscrivez dans le parcours que je vous présente aujourd'hui, le parcours droit prépa IEP,
la mineure droit va être remplacée par cette mineure prépa IEP, qui s'appelle ainsi pour qu'elle ne soit pas confondue avec la licence droit Sciences Po que vous a présenté mon collègue juste avant moi. Là, il s'agit bien d'une mineure qui vise à préparer les concours d'entrée à l'IEP. Et donc, ce parcours est très spécifique parce que, c'est indiqué dans la première ligne rouge, il se fait à cheval à la faculté de droit et à l'Institution des Chartreux dans le 4e arrondissement. 3 jours par semaine à la fac, 2 jours et demi, y compris le samedi matin, au Chartreux. D'accord ? Donc, vous suivez, tous ceux qui intègrent ce parcours font partie de la même série. Je précise, oui, qu'en première année, en licence de droit à Lyon 3, sur le campus de la Manufacture, on a 4 séries, c'est-à-dire 4 amphis, pour la faute, 4 amphis de licence première année. C'est B, C, D, série A, B, C, D. Et donc, tous ceux qui sont inscrits dans des parcours spécifiques, comme le parcours droit prépa IEP, sont inscrits dans la série A, et donc ont un emploi du temps adapté, avec des jours qui sont réservés à la faculté de droit, et d'autres qui sont réservés à l'Institution des Chartreux. D'accord ? Dans le cadre de cette mineure, il s'agit donc de préparer les concours d'entrée à l'IEP. Vous voyez, vous avez la liste sous les yeux. Concours première année, deuxième année, enfin notamment en première année, le gros de la préparation, c'est pour le concours commun des IEP, Lyon, Lille, Bordeaux, Aix-en-Provence, Toulouse, Strasbourg et Saint-Germain-en-Laye, le concours spécifique de l'IEP de Grenoble, la filière binationale IEP, et puis en deuxième année, il y en a un petit peu moins. Non, pardon, je lis trop vite. Préparation au concours d'entrée en deuxième année qui sont possibles dès la première année de licence. Et enfin, la deuxième année, préparation au concours d'entrée en deuxième année. Alors, quelques remarques générales. Ce parcours spécifique de formation, il est fait pour les indécis, sans que ça soit péjoratif. C'est-à-dire ceux, et ils sont quand même assez nombreux en pratique, qui hésitent un peu, dont le cœur balance. Entre d'un côté la faculté de droit, l'université, les grands amphis, la liberté, parce que la présence en amphi n'est pas contrôlée, la présence en TD-lait et une absence injustifiée vous empêchent d'avoir votre année. Donc c'est quand même pas la liberté totale, je dis ça pour les parents qui commencent à pas lire. Mais c'est vrai qu'en amphi, la présence n'est pas contrôlée. Voilà. Donc il y a quand même une liberté beaucoup plus grande qu'au lycée. Okay. Donc, pour certains, ça peut faire peur, cette liberté. Certains, ça attire, mais pour d'autres, ça peut faire peur. Et donc, ce parcours, il permet de continuer à bénéficier d'un accompagnement très fort de la part des Chartreux dans le cadre de la prépa IEP. Donc, on est à la fois, ça permet finalement de ménager une transition entre le lycée et le toute université. Vous êtes 3 jours par semaine à la faculté et 2 jours et demi au Chartreux, avec, au-delà des cours, des enseignements qu'ils dispensent, il y a aussi tout un accompagnement, il y a une possibilité d'internat au Chartreux, donc il y a tout un accompagnement individualisé, et d'autant plus possible que, je ne l'ai pas encore dit, la promo est quand même limitée, parce que pour la première année, c'est 60 places. D'accord ? Donc c'est une petite promo, 60, qui se mélange aux grands amphis de l'université. Ça, on y tient. On n'a jamais voulu les mettre totalement ce parcours à part parce que justement, il s'agit de commencer à mettre à pied à l'université tout en gardant un pied en classe prépa. Et donc, voilà, première chose, ça permet, voilà, ça convainc des lycéens qui hésitent un peu entre l'université, le monde de l'université et le monde des classes prépa. Ça permet aussi, ce double cursus permet aussi de satisfaire des étudiants qui sont un peu attirés par tout ce qui relève de l'intérêt général, les carrières publiques, le droit public, la science politique, mais qui hésitent un peu entre le format université et le format IEP. Parce qu'il y a des enseignements très proches en fac de droit, comme en IEP. Et donc... mais les IEP, il y a les concours, on les a pas forcément en sortant de terminale. Donc, ce parcours, il est aussi fait pour des lycéens qui hésitent entre intégrer une licence de droit ou un IEP. Bah, ça leur laisse le temps de se décider. Et c'est ce qui se passe en pratique depuis qu'il a été créé. D'ailleurs, je ne sais plus, ça fait quand même quelques années maintenant qu'il fonctionne, ce parcours. Depuis qu'il a été créé, on a vu les profils évoluer. Au départ, vraiment, les étudiants qui rentraient dans ce parcours rentraient pour préparer le concours tout en se ménageant
une porte de sortie, parce que s'ils ne réussissent pas le concours, ils peuvent rester dans le parcours jusqu'à la fin de la licence et donc valider leur licence. Donc c'est un sacré parachute, parce qu'un concours, par définition, on peut le rater, malheureusement. Donc, au départ, on avait vraiment des étudiants un peu craintifs à l'idée de passer un concours et donc soucieux de vouloir assurer leurs arrières, si je puis dire, en se préparant un plan B. C'est-à-dire que s'ils ne réussissent pas le concours d'accès, quel qu'il soit, à un IEP, ils peuvent toujours rester dans le parcours jusqu'au bout et rester et valider leur licence, puis ensuite enchaîner sur un master comme tout étudiant titulaire d'une licence en droit. D'accord ? Donc, de plus en plus, ce qui se passe, c'est qu'on a des étudiants qui rentrent dans le parcours pour le parcours. Ils vont passer les concours IEP. Certains le font vraiment encore pour intégrer un IEP. D'autres le font parce que finalement, c'est un exercice, voilà, c'est une prépa IEP, mais sans finalement grande motivation. Et donc, certains vont préférer rester dans le parcours jusqu'au bout parce que l'intérêt de ce parcours, c'est que, vous voyez ici le découpage par semestre sur les 3 ans, chaque année égale 2 semestres. Et donc, la 3e année, si vous n'avez pas quitté le parcours à la fin de la première année ou à la fin de la 2e année pour rejoindre un IEP, la 3e année de ce parcours vous permet de partir en échange à l'étranger. Et ça, évidemment, ça attire beaucoup de lycéens qui souhaitent partir le plus tôt possible en échange. Avec Lyon 3 offre un catalogue de destinations. C'est pas une agence de voyage non plus. Il y a une sélection. On n'envoie pas des étudiants qui seraient pas suffisamment matures, suffisamment aguerris, évidemment. Mais on a parfois, en feuilletant la liste des partenaires des universités étrangères partenaires de Lyon 3, de consulter le catalogue d'une agence de voyage. Les destinations sont diverses et variées, de la Suède à l'Australie, pour tout vous dire. Donc, il y a 2 solutions, il y a deux choix possibles. Soit on entre dans le parcours pour en sortir, et c'est ce qu'il permet, c'est un tremplin pour rejoindre les IEP. Soit on reste dans le parcours jusqu'au bout, avec cette possibilité de partir à l'étranger lors de la 3e année. Je précise que ça, cette possibilité de départ à l'étranger, c'est une exception qui est réservée à ce parcours, ainsi qu'au parcours qui existe également, qui se fait en partenariat avec le lycée Juliette Récamier. C'est le parcours prépa ENSD1, donc préparation d'entrée à l'école normale supérieure. Donc ces 2 parcours-là bénéficient de cette possibilité, enfin les étudiants de ces 2 parcours-là bénéficient d'une possibilité de départ à l'étranger en 3e année, qui leur est réservée parce que la règle générale à la faculté de droit, c'est que les étudiants partent en Master 1. La plupart des étudiants partent en Master 1. Alors les choses sont en train un petit peu d'évoluer, mais c'est la règle générale. Donc c'est un départ anticipé qui est ainsi ouvert à ceux qui sont inscrits dans ce parcours. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre ? Je répondrai à vos questions, bien sûr, parce que je ne pense pas forcément à tout. Par rapport à la maquette, vous voyez, donc la majeure droit, je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, les disciplines ATD, les disciplines fondamentales. Et là, vous avez les matières spécifiques de la mineure prépa IEP. Alors, vous voyez qu'il s'agit de préparer les concours, donc beaucoup de culture générale, d'histoire contemporaine, de géopolitique, de sociologie, d'année en année. Et l'un des avantages de ce parcours aussi, qui est aussi recherché pour ça, c'est qu'il permet d'avoir au Chartres un enseignement de langue autre que l'anglais. Alors déjà, si vous choisissez l'anglais, ça permet d'en faire beaucoup plus qu'à la faculté de droit, mais ça vous permet aussi de choisir une autre langue vivante. Donc pour certains qui parlent anglais ou qui souhaitent plutôt développer une autre langue vivante et continuer de pratiquer, c'est quand même un plus aussi non négligeable. Voilà. Alors je précise aussi, ça a dû déjà vous être dit, mais vous avez sur le côté les ECTS, les crédits ECTS. C'est un système européen à l'échelle de l'Union européenne. Ce sont en fait les coefficients. La majeure représente 20 ECTS et la mineure représente 10 ECTS. Ça, c'est pas propre à ce parcours, c'est pour tous les parcours la même chose, c'est harmonisé. Et la majeure et la mineure ne se compensent pas. Ça fait quelques années qu'on a modifié le règlement pour en fait durcir un peu parce qu'on ne veut pas que un étudiant valide son année uniquement grâce aux matières de mineurs et donc on ne veut pas qu'il puisse passer dans l'année supérieure alors qu'il n'a pas acquis les connaissances fondamentales correspondant aux matières de la majeure.
Voilà. Mais ça n'a rien de spécifique à ce parcours, c'est pour tous les parcours pareil. Voilà. Il me reste à vous dire 2-3 petites choses. C'est donc un parcours sélectif. Comme je vous l'ai dit, en gros, il y a 60 places en première année, ça fait 2 groupes de TD. 60 places, 2 groupes de TD. En deuxième année, il y a 30 étudiants. Et en troisième année, en principe, les étudiants sont à l'étranger, sauf s'ils ont déjà quitté le parcours, ou sauf s'ils ont préféré rester dans une troisième année de licence en droit classique, parcours droit public ou droit privé, comme ils le souhaitent. Même si en pratique, ce parcours oriente plutôt vers le droit public. Vous me suivez toujours ? Et donc, le parcours est donc sélectif. Il faut faire attention parce que ce parcours n'apparaît pas en tant que tel sur Parcoursup. Comme il est unique en son genre, il n'apparaît pas sur Parcoursup. Donc si vous souhaitez candidater à ce parcours, il faut déposer votre candidature pour la licence droit de Lyon 3, la licence classique, et en même temps déposer votre dossier, transmettre votre dossier à l'institution des Chartreux. Il y a une double inscription. Et donc, pour être pris dans le parcours, il faut que vous soyez retenu sur Parcoursup, comme on vous l'a expliqué, en licence de droit, ce qui pose problème pour ceux qui sont hors académie, vous le savez, puisque les taux de non-résidents, c'est-à-dire d'étudiants hors académie, en licence de droit sont faibles. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le rectorat, ce sont des quotas qui sont fixés par le rectorat. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Par ailleurs, il faut déposer votre dossier à télécharger sur le site des Chartreux. Et c'est les Chartreux qui vont vraiment sélectionner les étudiants, les 60 étudiants en première année, qu'ils estiment en mesure de suivre ce parcours qui, évidemment, est quand même exigeant, puisque il s'agit, évidemment, il est bien pour les indécis, mais ça veut dire que c'est un double cursus. Donc ça fait quand même, il faut être capable de se concentrer à la fois sur la licence en droit, parallèlement les concours IEP. Alors on fait tout pour vous arranger, on fait en sorte que les examens ne soient pas programmés juste avant les examens IEP. Enfin, on s'arrange au maximum pour que tout soit compatible, mais c'est vrai que c'est quand même une charge de travail assez lourde. Et puis il y a des cols le samedi matin au Chartreux, donc il faut être motivé pour intégrer ce parcours. Évidemment, c'est un parcours d'excellence. Mais voilà, double sélection. Je précise aussi, avant d'oublier de vous le dire, qu'il y a une journée portes ouvertes au Chartreux le 31 janvier, c'est-à-dire samedi, je pense. Samedi. Et puis il faut regarder sur le site des Chartreux, tout est bien expliqué en ligne, il y a le dossier d'inscription à télécharger. Les frais d'inscription, toujours sur les modalités pratiques, pour la licence en droit, ce sont les frais d'inscription classiques, c'est-à-dire 178 € pour les frais d'inscription en licence, plus la CVEC, enfin il y a la contribution au final, ça fait un total de 250 € en moyenne, si je ne me trompe pas. Je regarde la responsable administrative, mais c'est dans ces eaux-là en tout cas. Et ensuite, par ailleurs, vous devez acquitter des frais auprès des Chartreux qui sont beaucoup plus conséquents, puisqu'il s'agit de 3 934 € par année en L1 et en L2, et de 500 € en L3, puisque par définition en L3, ceux qui sont encore dans le parcours sont à l'étranger, et les Chartreux les accompagnent tout au long, ils les accompagnent pour préparer leur départ à l'étranger, parce qu'un départ à l'étranger, il ne suffit pas de dire « moi je veux aller là, et hop, je pars, on me met dans l'avion ». Évidemment, ça se prépare, il y a un processus de sélection qui est porté par le pôle Relations internationales, donc il y a pas mal, ça s'anticipe. Et donc, les Chartreux vous accompagnent dans cette préparation du départ. Et ensuite, tout au long de l'année de L3, ils vous suivent à distance et ils vous accompagnent aussi au retour pour la préparation des masters, de l'entrée en master qui est sélective, vous le savez, et qui stresse énormément les étudiants en L3, qu'ils soient en France ou en échange. Donc là, vous avez la chance d'avoir un accompagnement individualisé de la part des Chartreux qui vous préparent donc à rejoindre un master. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous donne quelques références. Du côté des Chartreux, la directrice des classes préparatoires s'appelle Anne-Claire Lausier. Vous avez l'adresse, mais encore une fois, vous tapez Chartreux, Lyon, prépa IEP, enfin quelques mots-clés, et vous tombez directement soit sur le site de la faculté de droit, soit sur le site des Chartreux. C'est les deux premières réponses qui apparaissent sur Google. Et je vous ai mis les adresses des sites. Et voilà, je vous redonne la date de la journée portes ouvertes, le 31 janvier, donc samedi prochain. Voilà, je pourrais répondre à vos questions, mais on va regrouper les... Merci de votre attention. Voilà, donc vous allez avoir il y a des micros qui circulent dans les travées, donc signalez-vous...
D'accord. Et des questions seront prises aussi pour celles et ceux qui nous suivent depuis l'amphi B. On peut également relier les questions. Donc si vous pouvez lever bien la main, celles et ceux qui veulent poser des questions, allez-y. Et pour celles et ceux qui s'en vont, s'il vous plaît, si vous pouvez y aller calmement de manière à ce qu'on puisse s'entendre avec celles et ceux qui restent. Merci. Ça marche ? Allez-y, messieurs. Bonjour, tout d'abord merci de m'avoir accueilli ici. J'aurais une question s'il vous plaît. Pour tout ce qui est, pensez-vous que quelle licence est la plus adaptée pour tout ce qui est relations internationales à votre avis ? Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou est-ce que je réponds d'emblée ? Ouais. Faites circuler le micro, pendant ce temps je réponds. Il y a comme je l'ai dit, la licence droit sciences politiques, elle a cette coloration en relations internationales qu'on assume et qu'on a souhaité, quoi. Donc elle est vraiment intégrée à la philosophie du parcours. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller vers des parcours orientés vers l'international en suivant d'autres licences, mais nous on a essayé de se centrer un peu là-dessus. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une bonne option, mais c'est pas la seule. Disons que c'est une coloration de ce parcours, mais qui a des éléments, en tout cas pour ce qui est des licences en droit, de droit international, de droit européen, etc., dans plusieurs de nos licences. Donc c'est une option, mais elle n'est pas exclusive d'autres bons choix. Bonjour, quelle peut être l'utilité, l'intérêt Excusez-moi. Quel peut être l'intérêt de sélectionner une licence de droit mineur Sciences Po au lieu d'une classe préparatoire D1 ? Telle que Juliette Récamier. Vous vous préparez pas tout à fait aux mêmes univers. Vous avez les classes prépa D1. Alors là, je parle d'un domaine qui est un peu moins le mien, mais il vous prépare à l'ENS de Rennes du côté droit, économie, management. La licence droit sciences politiques, c'est du coup une autre orientation disciplinaire. Vous avez le droit qui est commun dans les deux cas. Vous pouvez éventuellement intégrer des grandes écoles par la suite dans les deux cas, mais dans un cas, vous êtes vraiment dans un format prépa à un concours particulier, à une formation particulière. Dans l'autre cas, vous êtes dans une licence bidisciplinaire qui vous ouvre des portes dans des formations différenciées. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option, c'est plus un choix par rapport à votre appétence et à votre projet. La différence essentielle, c'est l'économie. Il y a des enseignements d'économie en licence droit, mais évidemment, l'économie est fondamentale et le droit des sociétés en prépa ENS et ensuite à l'ENS. C'est la dimension économique qui fait la différence. Donc, ça dépend de vos goûts. Bonjour. C'était pour savoir, par rapport à l'échange avec les Chartreux, est-ce qu'en troisième année, du coup, les frais liés, par exemple, au logement et tout ça, ils sont pris en charge ou pas du tout ? Ouais, je vois pas d'où vient la question, là. Mais je vois pas qui me parle. Non. D'accord, pardon. Les frais pour les départs à l'étranger, l'intérêt, c'est que vous continuez d'acquitter vos frais auprès de Lyon 3, alors que vous savez que quand vous étudiez à l'étranger, et notamment dans une fac anglaise où c'est plus de 10 000 € l'année, donc là, vous continuez d'acquitter vos frais auprès de Lyon 3, mais par contre, les frais de logement sont à votre charge, comme ils le sont quand vous étudiez en France. Après, il peut y avoir des aides, mais le principe, c'est quand même la prise en... vous prenez en charge votre logement comme un étudiant qui reste en France. Oui, bonjour. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, c'est dans les réorientations, on va dire, les passerelles à la fin de L1, qu'on soit en licence de droit dans une autre académie et qu'on n'ait pas été sélectionné en L1, ou qu'on soit en L1 droit mineur prépa IEP, est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer en L2 la majeure droit mineur sciences politiques ? Et je pose tout de suite ma deuxième question. En gros, que ce soit mineur IEP ou l'autre, à combien d'heures par semaine ça correspond d'enseignement, si vous savez ? Merci. Alors, il y a des passerelles. Il y a des passerelles au sens où
la réorientation au cours d'une première année universitaire, c'est pas quelque chose d'atypique. Donc, surtout pour nous, du côté du droit et de la science politique, comme on est, je l'ai dit tout à l'heure, sur des matières qui sont pas complètement enseignées dans le secondaire, c'est souvent une découverte pour les étudiants, et donc c'est une découverte qui peut bien se passer ou moins bien se passer, et ça peut engendrer des souhaits de réorientation plus ou moins importants, soit d'une majeure droit mineur quelque chose à une majeure droit mineur autre chose, soit carrément du droit vers d'autres disciplines. La manière dont on a conçu la majeure droit, c'est qu'on veut qu'elle donne aux étudiants un socle fondamental, une culture juridique fondamentale qui facilite ce type de transfert. Donc typiquement, les transferts, on va dire, au sein de notre établissement, sur la base de notre majeure droit, ils sont plus simples de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont automatiques. Pourquoi ? Parce que si on prend le cas de la majeure droit mineur sciences politiques, nous, quand on commence l'année, on est à bloc, on n'a pas de place, quoi. On n'a pas de place, et donc si on veut pouvoir accepter des transferts, il faut aussi qu'on ait des étudiants en moins, et puis après, à l'appréciation des commissions pédagogiques, on classe les candidatures que nous recevons. Donc ça, c'est les procédures normales, et après, évidemment, au cas par cas, il y a des variations. Pendant que j'ai le... Tu veux rajouter un... Pour la prépa IEP, un étudiant qui serait en prépa IEP et qui regretterait, il y a des possibilités d'évolution en cours d'année ou en deuxième année. En cours d'année, vous voyez, cette année, il y a une étudiante qui est rentrée dans le parcours, puis finalement, qui a voulu intégrer la licence droit classique. Elle a laissé tomber la préparation IEP. On l'a prise en licence droit au deuxième semestre. Donc ça se fait au milieu d'année, au moment du passage d'un semestre à l'autre. De même qu'il y a des étudiants qui passent en licence droit en deuxième année après avoir fait une première majeure, une première année droit prépa IEP. Il y en a quand même certains dans mon souvenir qui passent de la majeure droit prépa IEP à la majeure, à la licence droit Sciences Po en deuxième année, mais là encore c'est sélectif, et voilà, ça dépend du nombre de places, ça varie chaque année, mais il y a toujours quelques places pour l'accès direct en deuxième année, de même qu'il y a des étudiants qui accèdent directement dans la deuxième année du parcours droit prépa IEP. Mais voilà, on ne peut pas vous dire combien il y a de places à l'avance, ça varie chaque année, ça dépend du nombre d'étudiants qui ont redoublé, qui ont quitté, enfin vous voyez, il y a plein de paramètres qui s'actionnent, il y a toujours un petit quota de places, mais ce n'est pas garanti. Et c'est sélectif, les deux sont sélectifs, enfin les deux on va regarder sur dossier pour admettre en deuxième année, donc c'est pas garanti, mais c'est une possibilité qui est ouverte. J'enchaîne parce que j'ai des questions qui viennent de l'amphi d'à côté, donc je vais essayer d'y répondre en attendant que d'autres s'expriment ici. Donc, s'il n'existe pas de licence droit Sciences Po dans l'Académie de Grenoble étant aussi prioritaire pour la licence ici, la réponse est non, mais le non, c'est parce que la licence droit sciences politiques, c'est une licence de droit en l'occurrence. C'est-à-dire que comme c'est une majeure droit, la mention de la licence, c'est une mention droit. Et donc par voie de conséquence, ce qui est le paramètre déterminant pour déterminer dans quelle mesure un étudiant donné est du secteur, c'est la question de savoir si dans son académie existe ou pas une licence de droit. Donc, il en existe une dans l'Académie de Grenoble, donc de ce point de vue-là, l'étudiant en question ne relève pas du secteur, sauf s'il est dans un certain nombre de communes proches de l'Académie de Lyon, limitrophes. Vous avez dans le Nord Isère un certain nombre de communes qui en fait sont considérées comme relevant de notre secteur du fait de la proximité géographique. Ça, Parcoursup le dit aux candidats au cas par cas, quand ils souhaitent déposer leur dossier, s'ils relèvent ou pas du secteur de la formation. Est-ce que la mineure sciences politiques ferme des portes au métier du droit ? C'est difficile de répondre à cette question puisque, en dernière analyse, si on continue par la suite en master, l'appréciation de la qualité du dossier, elle relève de la responsabilité des responsables des différents masters. D'accord ? Donc peut-être que certains collègues, par exemple nous,
en droit Sciences Po, nous n'avons pas de cours de droit des affaires, par exemple. Bon, est-ce qu'un collègue qui a un master de droit des affaires considérera que c'est un problème ou pas? Il faut voir en quelque sorte au cas par cas avec les responsables de formation. Mais la question qui peut se poser, c'est à ce moment-là, si un étudiant souhaite faire du droit des affaires, on peut se dire instinctivement que la formation droit Sciences Po, c'est peut-être pas la plus adaptée non plus. Donc il faut réfléchir son projet de formation quand même de manière cohérente avec ce que nous pouvons offrir, avec le projet professionnel et ce que nous pouvons offrir. Est-ce que les cours de sciences politiques sont théoriques ou plutôt appliqués? Il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire que la formation, elle combine des notions théoriques, conceptuelles, mais ces notions théoriques, conceptuelles, elles ne fonctionnent pas dans le vide. C'est-à-dire que nous, en sciences politiques, quand on produit de la connaissance, on le fait toujours à partir de cas. Vous ne dites pas de manière absolue, les élections, ça fonctionne comme ci ou ça fonctionne comme ça. Non, les élections, ça a fonctionné de telle ou telle manière dans le cas, par exemple, de l'élection de Donald Trump, et ça fonctionnera de manière différente à la présidentielle 2027 en France, vous voyez. Donc, c'est à chaque fois des connaissances qui sont ancrées pratiquement et qui font par ailleurs appel, pour être ancrées empiriquement, à un certain nombre de méthodes. Je l'ai dit tout à l'heure, on collecte des données, et on collecte des données qualitatives, des données quantitatives, et cette collecte de données, elle nécessite un certain nombre de savoir-faire pratiques. Ça nécessite de savoir conduire des entretiens, ça nécessite de savoir concevoir des questionnaires, ça nécessite, en d'autres termes, de parler à des gens de manière différente et d'observer leurs pratiques. Et puis, dernière question que j'ai là... quelle moyenne minimum pour intégrer les formations dont on parle ici? Alors ça, c'est toujours un peu la question à laquelle il est impossible de répondre en réalité, parce que c'est pas exactement la même chose d'une année sur l'autre. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'une question de moyenne. C'est pas qu'une question de moyenne parce que il y a d'une part ces paramètres de sectorisation qui rentrent en compte, d'autre part il y a la question de la motivation, je l'ai dit, qui rentre en compte. Donc on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas qu'une question de résultat. Mais c'est clair que comme on a des étudiants qui globalement sont de bon niveau, quand des candidats qui globalement sont de bon niveau, voilà, la barrière peut être relativement élevée tout de même. Je te laisse compléter. Oui, pour la prépa IEP, donc c'est du côté des Chartreux, parce que pour la licence droit, ce sont les paramètres de Parcoursup retenus par la faculté de droit. Ce qu'on dit aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué en quelques années, mais on évalue très approximativement aujourd'hui la moyenne à 12,5-13 quand on fait partie de l'académie. Aujourd'hui. Le nombre de candidatures a augmenté chaque année. Donc voilà, c'est un ordre, voilà, et ça dépend du nombre de demandes qui varie chaque année. Côté Chartreux, sélection prépa IEP, il n'y a pas de... En gros, ils reçoivent 250-300 dossiers, ils en gardent 160. Là encore, ils n'ont pas de moyenne plancher, mais on est un peu au-dessus de 12,5-13. À 15, on est pris, c'est sûr, mais 12,5-13, ça dépendra des autres demandes. Je pense que c'est un peu au-dessus, mais ils n'ont pas de moyenne plancher. Et ils regardent vraiment la motivation, les options prises. Donc c'est un jeu de paramètres, assez varié. Je crois qu'il y avait une question sur la césure. Est-ce qu'un étudiant en césure peut intégrer la licence droit prépa EUP ou une autre formation? Bah oui, mais il faut passer par Parcoursup, c'est de la réorientation. Donc même chose, faut passer par Parcoursup, même régime. Et voilà. Donc. Et oui, et je complète juste en disant que c'est plus élevé que 12,5-13 dans mon expérience, en tout cas pour la droit Sciences Po. Je pense qu'on doit plutôt être autour de 14 quand même. Mais voilà, il y avait une question aussi tout à l'heure sur le volume horaire par semaine. Alors là, sous ton contrôle, on doit être à bien 25 heures, je pense quand même, de cours, vraiment de cours, sachant qu'après, à côté... je vous dis ça à la louche, il faut regarder un peu plus en détail parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça c'est le temps brut de présence en cours et de cet ordre-là, et il y a à côté beaucoup de travail personnel évidemment. Alors il y a plusieurs questions qui s'expriment dans l'amphi, j'en ai une là. Et là sur le côté. Ouais. Alors, madame. C'était une question par rapport à la 3e année en licence, du coup, pour faire Erasmus à l'étranger. Comment vous sélectionnez les dossiers? Est-ce que c'est des niveaux que vous prenez par rapport aux années lycée
Ou c'est Non. Pour la troisième année, l'année, le départ, il se prépare en deuxième année. Et donc, il y a tout un processus qui est suivi par les étudiants de ces deux parcours, prépa IEP et ENSD1. Et c'est le même parcours de sélection que ceux qui suivent, qui sont en L3 et qui vont partir pour leur M1. Et voilà, c'est tout un processus. Et donc, on prend en compte le niveau d'anglais ou d'espagnol si c'est pour partir en Espagne. Enfin, vous me comprenez. On prend aussi en compte le niveau de maturité. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi qui m'en occupe, mais vous voyez, c'est un ensemble. Et là, c'est plus du tout, totalement dissocié de Parcoursup. Évidemment, il faut avoir validé sa L2 pour partir en L3. Mais les notes comptent pas plus que ça, puisque c'est surtout la motivation, le sérieux, la maturité et le niveau de langue qui est évalué dans le cadre du processus de sélection. Ok. Et si précédemment on a déjà fait des échanges à l'étranger en individuel, est-ce qu'ils seront pris en compte et valorisés ou pas ? Ça renforce votre niveau de langue, votre niveau de maturité. Donc oui, mais c'est pas mathématique, mais oui, bien sûr. Ok, merci. Alors, il y a pas mal de questions encore. Allez-y. Du coup, c'est quoi la différence en termes de volume horaire pour la mineure et la majeure ? La différence, elle est de quel ordre entre les deux ? En fait, il y a, pour ce qui est, alors je vais parler ici de la majeure droit mineure Sciences Po. On a une grosse mineure Sciences Po. Donc elle est quasiment équivalente en termes de volume horaire par rapport à la majeure. Ce qui change, c'est quand dans la majeure, il y a un volume horaire de TD qui est plus important. D'accord ? Et donc de travail personnel à fournir dans le cadre de la préparation des TD. Ça, c'est la différence principale. Mais en termes de temps brut de présence, c'est sensiblement équivalent. Vous avez un indice avec la prépa IEP, 3 jours à la fac, 2 jours et demi. En fait, ça fait 3 jours, 2 jours, si on enlève l'école du samedi matin, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, il y a une question là-bas aussi, une question là-bas, une question là. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la différence entre choisir une majeure droit mineur Sciences Po et faire une double licence en Sciences Po et droit en termes de débouchés et en termes de contenu. Alors, il y a une différence entre une majeure mineure et une double licence qui est une différence de sélectivité. C'est-à-dire que formellement sous Parcoursup, une double licence c'est un parcours sélectif, une majeure droit mineur Sciences Po c'est un parcours dit non sélectif, même si on a vu que la frontière entre les deux elle est en réalité assez fine puisque nous, on est formellement non sélectif, mais comme on a beaucoup de candidatures, de fait, on devient sélectif, vous voyez. Mais généralement, quand même, il y a un peu plus de... Enfin, nous, on reste une licence en tension, mais quand même avec pas mal de places. On a plus de 300 places. Mes camarades de l'université Paris 1 ont une double licence droit Sciences Po. Bon, il y a 30 places, quoi. Donc, généralement, c'est pas calibré tout à fait pareil à ce niveau-là. C'est aussi, ça rejoint la question d'avant, la double licence est souvent un peu plus lourde parce qu'elle est équilibrée en termes de volume de TD aussi dans les deux majeurs, quoi. Donc, on va dire qu'il y a un volume de travail aussi supplémentaire, mais qui est récompensé par le fait qu'à l'arrivée, vous n'avez pas un diplôme majeur, vous n'avez pas un diplôme seulement une licence de droit, vous avez une licence droit et une licence de sciences politiques en l'occurrence, quoi, vous voyez. Donc c'est une double diplomation à l'arrivée. Alors j'ai 2 questions. Premièrement, par rapport aux échanges internationaux, est-ce que on doit impérativement partir en L3 ou est-ce qu'on peut faire, comme je l'entends souvent des fois, des gens qui font une année de césure et qui partent ensuite en M1. Et la deuxième, c'est par rapport à la réorientation. Est-ce que la fac, elle propose des associations avec le droit ? Parce que j'ai vu sur le site et je crois que vous en proposez. Et du coup, je voulais avoir plus d'informations là-dessus. Alors, pour répondre à votre première question, je vous demanderai de reformuler la deuxième, j'ai pas compris. Mais le départ à l'étranger n'est jamais imposé, que ça soit en L3 ou en M1, on force pas un étudiant à monter dans l'avion. Enfin, okay. Vous imaginez, ça pourrait être catastrophique. Donc non, si vous ne partez pas en L3, la logique c'est de partir en licence droit classique, parcours public ou parcours privé. Mais
Et césure, bah oui, vous pouvez faire une césure, mais attention, hein, faut que ça parce que l'entrée en master est sélectif. Forcément, si vous prenez une année de césure et que vous risquez de passer derrière d'autres étudiants pour l'accès en M1. Donc, c'est pas très conseillé de le faire à ce niveau-là, encore une fois, parce que l'accès en M1 est sélectif et très rude. Okay. Et du coup, pour la deuxième question, c'est... Non, je crois, la question, c'était est-ce que vous pouvez partir en M1 ? C'était ça ? Ça, c'est aussi avec la première, mais vous m'avez répondu, du coup. Après, vous pouvez, si vous n'êtes pas parti en L3, vous pourrez candidater comme n'importe... Enfin, si vous n'êtes pas parti en L3, que vous êtes donc resté dans une L3 classique, publique ou privée, vous pourrez candidater pour le M1 comme les autres. Ok. Et du coup, pour la deuxième question, c'est est-ce que vous proposez des associations en rapport avec le droit ? Dans le cadre d'une réorientation, par exemple, pour mon cas, je ne sais pas encore si je vais me désinscrire de mon école, mais comme j'aurai du temps si je me désinscris et qu'il y a des associations... des stages, vous voulez dire ? Oui, des stages ou des choses comme ça. Après, si vous êtes en licence 1 droit en première année, vous n'allez pas avoir le temps de faire beaucoup d'autres choses. Oui, justement, c'est par rapport à la rentrée prochaine, du coup, vu que j'aurai du temps entre le moment où je serai plus scolarisée et la rentrée prochaine. Je me dis que s'il y a des associations dans l'université, je pourrais faire des stages. Ah là, pour vous occuper en attendant la rentrée ? Et me préparer, justement. Mais il y a plein d'associations, mais en lien avec le droit, vous voyez, je sais pas il y a énormément d'associations dans l'enceinte de Lyon 3, des associations étudiantes, mais c'est des étudiants en droit qui vont organiser des concours d'éloquence, qui vont faire venir des personnalités politiques, qui vont organiser plein de choses, mais ça vous concerne pas. Il y a des associations aussi qui recrutent des étudiants, par exemple pour le soutien à domicile, pour le mentorat d'un élève de collège ou de primaire en difficulté. Enfin, il y a plein de choses, mais non, il n'y a pas de dispositif comme ça. Du coup, c'est réservé aux étudiants spécialement, c'est ça ? Non, mais il n'y a rien de réservé, c'est qu'il n'y a rien du tout. Enfin, en fait, nous, on accueille les étudiants en L1 et puis parallèlement, ils ont des engagements associatifs en parallèle de leurs études. Mais il n'y a pas un sas d'entrée, ça n'existe pas, ça. Ok, merci pour votre réponse. Bonjour. Par rapport à la formulation des vœux Parcoursup, notamment par rapport aux différentes formations, que par exemple je pense aux mineurs droit, est-ce que c'est un même socle et des sous-vœux, par exemple une majeure droit, la majeure droit et une mineure droit, c'est un vœu ou c'est un vœu pour une majeure droit et un sous-vœu pour une mineure droit et une mineure sciences politiques. Et par rapport à la formulation des vœux pour la préparation IEP, est-ce que c'est possible d'être pris dans sa licence de droit, mais pas par les chartreux ? Oui. Est-ce que du coup, si cela arrive, on est quand même validé pour la licence de droit ? Oui, excellente question. Alors, si vous voulez intégrer... donc, il y a plusieurs parcours de licence qui relèvent de la faculté de droit de Lyon 3. Donc, vous pouvez d'ailleurs faire plusieurs vœux. Vous pouvez tenter la licence droit, vous pouvez tenter la licence droit Sciences Po, ou droit philo, ou droit cachant. Enfin, voilà, mais donc, il faut un vœu par parcours. La spécificité de droit prépa IEP, c'est qu'il faut en plus déposer son dossier, donc ça ne se fait pas par Parcoursup, au chartreux. Si jamais vous n'étiez pas pris par les chartreux, et que vous êtes accepté en L1 droit, vous êtes pris en L1 droit. Et il y en a aussi, il y en a qui changent au dernier moment, qui sont pris, mais qui finalement se sentent pas de faire le double cursus et restent en L droit. Vraiment, le parcours avec les chartreux, c'est vraiment, vous avez une licence de droit comme les autres, au bout de la clé. Donc vous êtes vraiment dans la droit. Donc il faut bien candidater pour la droit, même si prépa IEP n'apparaît pas, et ne pas confondre avec la droit Sciences Po. C'est la droit, c'est ce que j'appelle la droit. Oui, c'est deux lignes différentes. Enfin, je ne sais pas si c'est sous forme C, et vous pouvez faire deux vœux, puisque vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez candidater en droit et en droit Sciences Po, et par ailleurs envoyer de votre dossier au chartreux. J'avais une question par rapport aux académies. Est-ce que notre académie, elle dépend de... Là, on était l'année précédente, donc au lycée, ou est-ce que ça dépend du lieu de vie de nos parents ? Il me semble que c'est votre lieu de résidence. Ok, merci. Oui, pardon, je suis juste derrière. C'est pour vous confirmer, il s'agit bien du lieu de résidence qui est pris en compte dans la sectorisation. Bonjour.
Est-ce que le parcours droit prépa IEP propose les mêmes masters que le parcours droit sciences politiques? Enfin, propose. C'est pas le parcours qui propose, mais est-ce qu'il donne accès au même master, hein, si j'ai bien compris votre question. Oui, il ouvre la porte vers des masters de droit comme de sciences politiques. Après, je me rends pas compte, c'est ce que tu disais, c'est les responsables de master Sciences Po. Est-ce qu'ils vont faire passer... Enfin, de toute façon, pour l'accès en master, je vais vous dire une chose de très simple, ce qui compte, c'est les bonnes notes. Évidemment, hein, plus vous avez une moyenne élevée dans vos matières, plus on va se dire, il est capable de s'adapter, il a peut-être pas fait trop de droit des affaires, mais comme il est... Voilà, il faut être clair. Après, je me rends pas compte, enfin, votre question est un peu fine. Je sais pas si on fait passer des étudiants de droit Sciences Po devant des étudiants de droit prépa IP, enfin, à note égale, évidemment. Parce que vous voyez, c'est pas évident de le savoir. Non, mais en fait, la réponse, c'est que tout dépend un peu du type de master que vous visez. Mais typiquement, si vous avez vu les maquettes de formation, vous voyez que dans le cas d'une majeure droit mineur sciences politiques, vous avez vraiment, dans toute la mineure, des enseignements très centrés Sciences Po, alors que la particularité de la préparation au concours d'IEP et des IEP de manière générale, c'est qu'ils parlent d'études politiques au pluriel, parce que dans études politiques, en réalité, vous avez toute une série de disciplines, c'est-à-dire qu'on fait à la fois ce qu'on va appeler de manière assez vague de la culture générale, et puis on fait de l'histoire, et puis on fait de l'économie, et on fait aussi de la science politique, et on fait aussi de la sociologie. Donc en fait, en réalité, c'est beaucoup plus pluridisciplinaire. Donc si votre objectif à l'arrivée est plutôt d'aller vers des masters coloriés ou fortement coloriés en sciences politiques, mon conseil à ce moment-là, ce serait plutôt d'aller vers une licence dans laquelle, qui est plus charpentée en sciences politiques à proprement parler, que ne peut l'être la prépa IEP. Je pense qu'il faut raisonner comme ça aussi sur la prépa IEP, comme enfin voilà, il faut avoir en tête l'idée que c'est pas exactement la même chose et que c'est orienté vers la préparation d'un concours quand même. C'est une prépa IEP, donc c'est vraiment pour l'étudiant qui envisage, peut-être qu'il va changer d'avis, mais il envisage d'intégrer un IEP au cours de la licence ou en master. Et je pense notamment au master de Sciences Po Paris. Là, les Chartreux accompagnent pour préparer cette candidature en master Sciences Po Paris. Mais voilà, il s'agit... Le parcours, il est d'abord fait pour des étudiants qui envisagent sérieusement d'intégrer un IEP. Plus qu'un master Sciences Politiques relevant d'une faculté, d'un master mention Sciences Po. J'ai juste une question à propos de la prépa IEP. Est-ce que quand on s'inscrit sur Parcoursup pour la licence droit, dans la lettre de motivation, il faut préciser qu'on s'y inscrit pour... Non. Enfin, vous pouvez, mais si vous voulez, c'est vraiment les Chartreux qui vont recevoir les dossiers et qui vont ensuite nous transmettre la liste des candidats retenus. D'accord, mais c'est pas la peine de le préciser quand on envoie... Enfin, vous pouvez le faire, mais ça va pas... Okay. Voilà, vous êtes vraiment côté... c'est vraiment... La sélection se fait côté Chartreux, donc c'est eux qui nous disent quels sont les candidats retenus. Merci beaucoup. De leur côté. Bonjour, merci pour vos présentations. J'aurais aimé savoir si c'est possible dans les licences droit et droit Sciences Po de suivre des cours de langue autres que l'anglais juridique seulement. Il y a les diplômes. Alors l'anglais juridique est imposé. Dans tout, voilà, pour tous. Mais par contre, il y a des possibilités justement en lien avec les échanges de suivre en plus des DU, des diplômes universitaires, bon avec des frais d'inscription qui restent très raisonnables, mais quand même, ça vient en plus pour ceux qui vraiment sont intéressés par les départs à l'étranger, donc la pratique d'une langue étrangère. Il y a ces possibilités de DU, donc on apprend du droit étranger, mais dans une langue étrangère, avec beaucoup de professeurs qui viennent de l'étranger. Et donc, il y a DU, droit italien, DU, droit allemand. Ça, c'est plutôt pour la 3e année, en vue du départ en M1. Donc, c'est les diplômes de l'Institut de droit comparé qui se greffent. Souvent, c'est des cours entre midi et 2. Enfin, il y a des horaires aménagés, mais ça vient en plus de la licence. Mais il n'y a pas de l'allemand juridique. Enfin, c'est l'anglais juridique pour tout le monde. Bonjour, alors moi j'aurais 2 questions. Tout d'abord, vous avez parlé par rapport au concours de l'ENM de la mineure Sciences Po, et du coup je voulais savoir si pour passer le concours vous recommandez plutôt une majeure droit mineur droit ou plutôt une majeure droit mineur Sciences Po. Et pour ma deuxième question, vous avez
dit que lorsqu'on était dans l'académie, on pouvait espérer rentrer à partir de 13-14 de moyenne générale. Et du coup, est-ce que vous avez à peu près une fourchette pour quand on est hors académie? Alors, bon, la réponse à la première question pour le concours de l'ENM, vous n'avez pas de... À mon sens, il n'y a pas de mauvaise option. Il faut faire une droit ou une droit Sciences Po et être très bon. globalement, parce que c'est un concours de haut niveau. Donc, la réponse finalement, c'est qu'un bon étudiant en droit ou en droit Sciences Po, il fera son chemin, quoi. Mais je dirais que c'est plus la question du niveau que celle de la mineure spécifique qui va vraiment jouer là. Alors, en fait, il peut y avoir des arguments dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'ENM en étant un très très bon juriste, et on peut rentrer à l'ENM en étant un très bon juriste avec une ouverture sur d'autres matières. De toute façon, le concours de l'ENM est aussi souvent un concours qu'on réussit pas forcément directement tout de suite à la sortie du master. Peut-être qu'on fait souvent une année de préparation supplémentaire, et donc cette année de préparation supplémentaire, elle sert à combler les éventuelles lacunes qu'on peut avoir à tel ou tel endroit, et surtout à préparer la grammaire spécifique des épreuves. Donc voilà, là on parle de la licence. Au niveau de la licence, l'ENM c'est encore un petit peu loin. Dans les deux cas, c'est des bonnes préparations, mais il y aura d'autres étages de préparation d'ici au passage effectif du concours. Et puis pour la question de la moyenne, c'est impossible de vous répondre quant à la question de la moyenne pour les candidats hors secteur, parce que comme vous comprenez, nous c'est pas en fait notre classement est remanié par Parcoursup sur la base de ces critères de sectorisation. C'est pas nous qui prenons en compte directement la question du secteur. Et d'ailleurs, nous, dans les outils dont on dispose, on ne sait pas quand on évalue un dossier si le candidat est du secteur ou pas. Les dossiers sont anonymisés, on n'a pas l'adresse des candidats, on n'a pas l'indication de savoir s'ils sont ou pas dans le secteur. Donc en fait, nous ne savons pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement le seuil il est plus élevé pour des candidats hors secteur qu'il ne l'est pour les candidats du secteur. Mais pour dire les choses franchement, même quand on a une bonne moyenne, on a de fortes chances de ne pas être pris. Eu égard au taux qu'on vous a indiqué, 8% pour la licence droit, 5% pour la licence Sciences Po droit. Et j'apporte une nuance quand même. Là, on parle en l'occurrence... quand on parle de la majeure droit mineur Sciences Po et de la majeure droit mineur droit, on est sur des parcours dits non sélectifs, la sectorisation s'applique. En revanche, quand vous avez des parcours sélectifs, type la droit philosophie, la double licence droit philosophie, pour les parcours dits sélectifs, la sectorisation saute. D'accord ? Donc là, ne compte plus que le niveau de la candidature. Et pour le coup, je pense que la droit philo prépare pas mal aussi à l'ENM. Elle a même été conçue aussi un peu pour ça. La directrice Et ça vous permet d'échapper à la sectorisation. Bonjour, du coup, l'année prochaine, je souhaiterais me réorienter en majeur droit avec une mineure droit. Et donc cette année, actuellement, je suis dans un diplôme où je fais déjà un petit peu de droit. Et je vais passer donc une unité de fondamentaux du droit en fin d'année. Et donc si je me réoriente, est-ce que cette unité sera prise en compte ou elle ne comptera plus du tout ? En fait, il y a des dispositifs, si vous voulez, quand vous avez déjà accumulé des crédits, comme je le disais tout à l'heure, des crédits ECTS dans l'enseignement supérieur, vous pouvez, lorsque vous vous réorientez, demander une prise en compte de ces crédits, et ils sont repris sur la base de l'appréciation de la commission pédagogique ad hoc. C'est-à-dire que si c'est des crédits que vous avez accumulés dans une licence de droit, si c'est vraiment des crédits en droit, on est tenu de vous les reprendre. Si c'est des crédits qui sont un peu plus à la... Non, c'est pas pour l'accès, c'est pour le déroulement de la scolarité. Hein. C'est ça que vous me... Ah, pour y accéder ? Ah oui, d'accord, pour y accéder. Est-ce que c'est paramétré C'est vraiment très technique, je sais pas si... Non, c'est pas paramétré, c'est un élément d'appréciation du dossier. L'orientation, je pense que ça passe, c'est des dossiers un peu spécifiques qui sont examinés en commission d'examen des deux. Ouais. Je pose ma question. Oui, c'est tout Parcoursup. En gros, soit en fait vous validez votre L1 là où vous vous trouvez et vous souhaitez rentrer directement en L2
auquel cas il faut passer par une procédure différente de Parcoursup, que là vous aurez les détails sur notre site, soit vous pouvez aussi vous dire, bon bah je tente, j'essaye les deux, j'essaye de rentrer directement en L2, ou je candidate aussi en L1, et si vous candidatez en L1, vous candidatez de la même manière que la procédure habituelle. On prend quelques étudiants directement en L2 quand ils ont déjà fait du droit dans leur parcours antérieur. C'est la plateforme e-candidat, donc vous pouvez faire les deux en parallèle. On n'en prend quand même pas beaucoup, parce qu'on ne veut pas jeter un étudiant en L2 alors qu'il n'a pas les armes pour tenir, quoi. Donc voilà. Et donc c'est examiné par un enseignant qui prend les dossiers et qui les examine sur le plan pédagogique. Voilà. Si vous avez fait vraiment beaucoup de droit, vous pouvez tenter en parallèle de Parcoursup une candidature sur la plateforme e-candidat pour l'admission directe en deuxième année. Vous pouvez tenter les deux, oui. Mais voilà, en admission en deuxième année, je ne vous cache pas qu'on regarde quand même bien s'il y a le bagage suffisant pour accéder directement en deuxième année. C'est plus souvent des étudiants qui viennent d'une L1 droit ailleurs ou d'une L1 droit quelque chose, droit ES. Vous voyez, c'est plutôt des étudiants comme ça, de ce profil-là. J'ai une question concernant le taux de réussite au concours des IEP. Tout à l'heure, vous avez parlé de 60 candidats en première année et 30 en deuxième année. Est-ce qu'on déduit qu'il y en a 1 sur 2 qui réussit ou c'est qui se réoriente ailleurs? Oui. D'accord. À l'issue de la première année. Donc il y a 50% des candidats qui intègrent un IEP. Oui, mais d'accord. Voilà, encore une fois, il y en a qui le font sans vraiment avoir envie d'y aller, quoi. Ok. De plus en plus. Donc c'est pas révélateur d'un... Mais il y en a 30 chaque année en moyenne qui partent. D'accord, merci. J'ai une question sur l'option en terminale entre droit des enjeux du monde contemporain et l'option IEP en terminale. Laquelle serait la plus intéressante pour intégrer l'option, la filière licence droit mineur IEP? Là, vraiment, les dossiers regardent, les chartreux regardent les dossiers, dossier par dossier. Donc, je les ai toujours entendus dire que l'option DGEMC était un plus, mais l'option IEP, c'est des plus, tout ça. Ils regardent beaucoup les notes d'histoire géo, toutes les matières dites dissertatives. Le niveau de langue aussi est très important. Ils regardent vraiment le niveau de langue. Et donc, je pense pas qu'il y ait de... Enfin, les deux... voilà, c'est un plus dans chaque dossier. Il n'y a pas de concurrence entre les deux. En tout cas, si vous êtes je pense que les deux sont tout autant valorisés dans leur appréciation. Très bien, merci. Mais vous pourrez leur poser, si vous allez aux portes ouvertes ou envoyer un mail, parce que comme c'est vraiment eux qui font la sélection, n'hésitez pas à envoyer un mail ou aller à la journée portes ouvertes, parce qu'ils pourront être plus précis. Moi, je ne fais que rapporter ce qu'ils m'expliquent, la façon dont ils procèdent, donc n'hésitez pas à leur écrire. Bonjour, donc concernant la science politique, est-ce que le choix de la LV2, c'est aussi un critère qui est pris en compte pour l'admission? Non. En fait, on prend en compte les notes d'anglais, surtout parce que c'est surtout ça qu'on a nous dans la formation. Donc on prend en compte les notes d'anglais, que ce soit de la LV1 ou de la LV2. Et dans mon souvenir, même le fait d'avoir eu autre chose que l'anglais en LV1 peut vous faire perdre quelques places dans le classement. Et pas pour nous. Ah ouais. Donc si on suit une spécialité LLSER anglais en première mais qu'on la délaisse en terminale, est-ce que ça peut être un plus? Alors, en fait, là on rentre dans des choses qui sont vraiment de la dentelle, j'ai envie de dire. On va apprécier les éléments pertinents qui seront mis en avant, notamment dans la lettre de motivation. C'est-à-dire que si vous voulez, on fait un premier classement sur la base des notes, et ensuite on apprécie la motivation et le parcours des candidats. Et donc, si pour une raison ou pour une autre, par rapport au projet que vous présentez, le fait d'avoir fait LLCER ou que sais-je a une pertinence, c'est une chose qu'on peut noter, mais parmi d'autres, quoi. Donc c'est un point mineur. C'est un point mineur.